Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 52e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, je reçois Thibaut, auteur du Bouffon de la Couronne aux éditions ActuSF. Et on parle de son univers, de liberté créative et de structure. On parle de la place du rire dans l'humanité et la littérature, mais aussi de passion d'enfant et de bêta lecture. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Et du coup, j'ai vu que tu faisais, que t'étais dans le cinéma aussi. Ouais, C'est exactement. trop cool. Ça m'a amené plein de questions. Je fais un bref partage. Ouais, À vas-y, vas-y. l'époque, quand je découvre le livre qui est sorti en même temps que toi, c'est La Rose et le Serpent, là de Julie. Je me rappelle que vos Complètement. deux livres m'avaient intrigué, mais je pouvais pas lire les deux à l'époque, tu vois, donc j'en avais choisi un. Et moi, ce qui m'avait beaucoup interpellé dans le Bouffon, c'est ce qu'il représente dans l'imaginaire, tu vois. Tout de suite, c'est je pense au Joker ou au Fou dans l'Assassin Royal. Et Complètement. On est c'est d'accord. toujours des personnages que je trouve assez intrigants, tu vois. Et du coup, j'avais été intrigué par ton livre. Ensuite, d'ailleurs, grâce à Julie, on l'embrasse, qui nous a mis en contact, Mais ouais, elle je me m'a suis envoyé un dit, message, c'est adorable. ouais, bah ouais, c'est ça qui est trop cool, tu vois. Et du coup, j'ai mis ton livre Dans la liseuse, j'ai vu ça dans la là. liseuse. Ouais, ça m'a fait plaisir, j'ai vu ça. Voilà. Donc, je pars en vacances bientôt, là. Et donc, Ah, toi, tu fais je en vais pouvoir. décalé. Du coup, tu Ouais, fais en ouais, décalé tes ouais. vacances. T'as bien Exactement, raison. exactement. J'en profite, en vrai. C'est comme ça, c'est un peu plus peinard, quoi. Et donc, j'ai trop hâte. Et donc, je suis allé sur le site d'ActuSF juste avant, là. Et j'ai lu, et j'avais pas lu la quatrième de couverture. Ça m'a encore plus intrigué. Ton univers. Et j'aime beaucoup le mot de tire-langue que t'as inventé Ouais, pour parler du bouffon. qui sera très à Euh, propos, tu verras. Ouais, bah ouais, enfin, j'ai l'impression, tu vois, en lisant la quatrième de couverture, et puis la petite phrase que t'as mis de Victor Hugo au début du livre là, que l'humour justement va avoir un espèce de point central, peut-être pas forcément classique entre guillemets. Et je suis assez curieux. Ouais, je suis assez curieux de découvrir tout ça. Trop bien. En tout cas, tu verras que c'est pas pour autant un roman humoristique, tu vois. C'est pas une Ouais. comédie, comme on dit, hein. Ça n'empêche Mm. pas qu'il y aura des percées d'humour, mais ça me plaisait vraiment de le traiter de manière très réaliste, enfin très sombre aussi, parce que c'est pas très drôle d'être dans les bottes de celui qui doit faire rire. Ouais, ouais, exactement. Ah, c'est trop cool. Franchement, j'ai trop hâte du coup. Ça m'a bien motivé. Et c'est tu m'as dit du coup que c'était passé en trilogie, Ouais. Le Bouffon. Et c'est un livre que t'as commencé à imaginer il y a longtemps ou pas? Oui, j'ai commencé à l'imaginer à l'âge de 13 ans. Donc tu vois, j'en ai Ah, 32 aujourd'hui, ça fait 19 ans, enfin on va dire 20 ans pour arrondir. Mais attention, hein, à 13 ans, il n'y avait pas du tout l'univers du bouffon, c'était très éloigné de ce qu'on a aujourd'hui. La seule chose qu'on avait en commun, c'était finalement le nom du personnage principal, Séverin, qui est resté, et la volonté d'écrire une histoire médiévale fantastique en quelque sorte. Mais je pense que les similitudes s'arrêtent là, puisque j'ai recommencé, et plus je grandissais, plus je mûrissais, plus je repartais à zéro avec toujours la même envie, mais je pense que je me cherchais un petit peu. Donc j'ouvrais des portes, c'était pas les bonnes, je les refermais. Et c'est très tardivement, finalement, par rapport à toutes ces années de travail, ça a été sur le tard que j'ai trouvé la figure du bouffon, où j'ai compris que mon personnage principal devait être un bouffon. Et à partir de là, hmm. ça a tout déverrouillé. Et ça s'est arrivé lors de la dernière mouture. Donc en tant que tel, le roman qui est paru là en librairie, j'ai dû mettre un an et demi à l'écrire environ, sans compter le retravail derrière, mais fort de ces 19 années qui l'ont précédé juste avant. Putain, c'est fou. C'est beau de voir les idées d'adolescence qui finalement prennent vraiment vie, tu vois. Ouais, C'est franchement, on peut le dire, je le réalise pas encore tout à fait, mais c'est un vrai rêve. J'allais dire hmm. d'adolescent, mais j'ai l'impression que nos premiers rêves, ils commencent à l'adolescence. Enfin, on les conscientise vraiment à l'adolescence, même si c'est vrai que dès qu'on est enfant, on peut aussi en avoir. Mais ouais, moi, je voulais à tout prix raconter. Alors, est-ce que je savais déjà que c'était cette histoire? Je sais pas. Mais en tout cas, j'avais une folle envie.
Mais comme souvent, quand je touche à une passion, hein, que ce soit la littérature, bah, j'aime les livres, du coup j'ai envie d'en écrire un. J'aime les films, bah, du coup j'ai envie de faire des films. Donc souvent j'ai une boulimie de la passion et j'ai du mal à me cantonner au rôle de ou lecteur ou spectateur. Ça me suffit pas. Du coup j'ai besoin en parallèle de le pratiquer. Ah, je comprends. Et est-ce que tu te rappelles à 13 ans là quand tu commences à conscientiser le rêve et l'idée, tu te rappelles du déclencheur? Pas Ouais. Ouais, oui, oui. Alors déjà, par rapport à beaucoup de lecteurs, je pense que j'ai été un lecteur assez tardif, enfin tardif avec des guillemets, hein, mais j'ai dû commencer à vraiment lire vers l'âge de 11 ans, pas Ok. avant. Avant, je pense que j'étais plutôt à la bande dessinée pour enfants, peut-être des très courtes histoires et encore. Donc c'est vraiment à 11 ans, hein, pour tomber dans le cliché, mais je l'assume complètement parce que c'est une superbe porte d'ouverture à la lecture, c'est Harry Potter, le premier tome, Bien qui me sûr, là, paraissait être la Bible à l'époque, hein, alors ouais, qu'aujourd'hui on est capable de le lire en 2 jours. ouais. Mais à l'époque, je vois ça, je me dis mais c'est pas possible, il y a pas d'image, c'est tellement... Ah, c'est la Bible, j'avais le sentiment. Et donc je l'ai lu, je suis tombé dedans, et ensuite je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais essayer de lire? Ah forcément, tout le monde, on était... on devait être quoi? Ouais, ça devait être dans les années 2000, donc même pas, ouais, à peine. Et on parlait beaucoup du Seigneur des Anneaux déjà, qui allait être adapté. Donc je me suis dit, ah bah super, je vais commencer le Seigneur des Anneaux. Alors j'aimerais beaucoup te dire que je fais partie de ces gens qui à 11 ou 12 ans se sont dit, oh le Seigneur des Anneaux, c'est parfait pour moi, je me suis régalé, je l'ai dévoré. Malheureusement non, je l'ai lu, j'ai abandonné tragiquement à Ouais. la page 50. Je te J'étais rejoins. voilà, mais je me suis rattrapé depuis, attention, hein, j'espère. Mais par contre, à l'époque, j'étais perdu, je prenais pas de plaisir, je m'infligeais le livre, et c'est la pire façon de découvrir un roman. Du coup, je l'ai mis de côté, mais l'ironie, j'aimais l'objet livre. C'était Folio Junior, je crois qu'il faisait ça, tu vois, les couvertures très cultes. Et j'aimais l'odeur du livre, j'aimais tout dans le livre, mais pas encore l'histoire qu'il y avait dedans, enfin, pas la manière dont elle était racontée. Et du coup, je pouvais pas m'empêcher, je me souviens, à 13 ans, sans doute que je lisais d'autres choses à côté, hein, mais j'avais toujours ce livre sur mon bureau, je le feuilletais, je lisais l'ouverture, je refermais. Et je pense que j'avais l'amour du livre, j'avais l'amour symbolique du Seigneur des Anneaux que j'avais découvert en film, dessin animé qui avait été fait dans les années 70, mais j'avais pas encore l'amour, donc comme je t'ai dit, de ce texte-là. Mais ça vient de là, je crois vraiment mon envie. Ça vient du Seigneur des Anneaux, c'est absurde, hein, c'est Harry Potter que j'ai aimé, c'est le Seigneur des Anneaux devant lequel j'ai rendu les armes, mais clairement, je me disais en voyant le Seigneur des Anneaux, j'ai envie d'écrire un livre. J'ai envie d'écrire un livre à la manière du Seigneur des Anneaux, entre guillemets. Et du coup, c'est en allant au restaurant, je me souviens, bah, j'avais 13 ans typiquement, et on allait au restaurant de nuit, et je refais mes lacets. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mentionné dans les remerciements du livre, hein, j'ai cité cette scène, je sais pas pourquoi. Et en refaisant mes lacets, j'ai eu une image qui m'est venue. Et c'était voilà, la première image qui allait constituer plus tard l'univers du Bouffon de la Couronne. Même si à l'époque, ça s'appelait ni le Bouffon, c'était très éloigné de tout ce que je pouvais imaginer. Mais ça a été mon phare dans la nuit. Une seule image que j'ai gardée en tête, gardée en tête, gardée en tête. Et aujourd'hui, finalement, elle apparaîtra pas telle quelle dans le livre. Mais quelque part, on a un écho de cette image dans le roman. Donc voilà comment ça s'est fait. Et petite parenthèse sur le Seigneur des Anneaux, je me suis bien rattrapé depuis, puisque c'est devenu vraiment un livre de chevet aujourd'hui que j'ai dû lire une dizaine de fois et que je ne me lasse pas de lire, mais il a fallu vraiment plus de maturité chez moi. Je pense que c'est vers la vingtaine que j'ai vraiment apprécié les mots de Tolkien. Mhm. C'est hyper touchant le partage que tu fais sur l'image qui t'a suivi toute ta vie. C'est comme une sorte de manifestation et quelque part quand tu y penses tout le temps, c'est un moment ça finit par arriver quoi. Et Et c'est marrant parce que on en reviendra peut-être plus tard à en discuter de ça, mais il y a différentes manières de travailler, bah, tu le sais aussi, toi qui écris, mm, il y a différentes manières d'écrire et d'être inspiré en quelque sorte. Et pourtant, je fais pas du tout partie de ceux qui ont entre guillemets ou une muse ou qui attendent l'inspiration, mais alors pas du tout. J'ai tendance à être aux antipodes de ça, mais alors pour cette image, je ne sais pas pourquoi cette image-là, mais en tout cas elle est arrivée. C'est la seule fois où j'ai eu une mm, manifestation littéraire, on va dire. ouais. Ouais, je trouve que les deux se complètent assez bien, tu vois. T'as toujours des images très marquantes et qui peuvent te suivre et au-delà de ça, je pense que le mythe de l'écrivain un peu génial qui n'écrit que parce qu'il est frappé par l'inspiration, par salve, un peu de pulsion comme ça, c'est un peu ça fait c'est un peu un mythe à mon sens et il y en a certains qui sont comme ça évidemment, faut pas faire de généralité mais on est beaucoup plus à construire aussi notre écriture, à construire nos univers
et à construire nos histoires, tout simplement, quoi. Et puis Et ça découle... Pardon, excuse-moi, vas-y. non, vas-y, j'allais rebondir sur autre chose. Donc, Je voulais vas-y. rebondir sur ce que tu disais, ça découle aussi d'une tradition qui voulait, dans les siècles passés, que l'artiste était un peu le réceptacle divin, et Mm. d'où l'inspiration divine, et que finalement il n'était pas tant, je vais dire, propriétaire de son propre talent, mais il était le stylo en fait, il n'était pas la main. Et c'est Exactement. vrai qu'on a peu à peu déconstruit ça quand même avec les années et les siècles, et on a gardé parfois cette idée d'inspiration. Alors attention, certains la vivent comme ça, mais effectivement elle est plus complexe que ça, je pense. C'est un mélange de Ouais. travail, c'est un mélange de réflexion, c'est un mélange aussi d'ouverture sur soi et sur ce qui nous entoure. Et là, tout d'un coup, on peut avoir ce mélange qu'on appelle, je pense, inspiration. Exactement, c'est de la curiosité et en fait c'est en ce sens-là que pour moi elle se travaille cette inspiration, cette créativité parce qu'en fait en s'ouvrant à tout ce qui apparaît autour de nous, que ça soit les gens, les discussions, les livres, n'importe quoi, un graffiti sur un mur, un chien qui passe, bref, n'importe quoi. Mm. En fait, c'est en s'interrogeant sur OK, pourquoi ça nous touche, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, etc. Et tout ça se canalise en nous quoi et puis à la fin tu le ressors quoi. Et récemment, tu vois, j'avais entendu le mot de passeur d'histoire pour les gens les écrivains, les artistes. Et j'aime beaucoup ce mot. Ça décrit un peu quand même ce côté. On est un réceptacle de tout ce qui nous arrive, et puis on en refait, on en ressort juste c'est nous le mélange qu'on en fait. J'aime beaucoup ce truc-là. Et, et Tolkien, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas lu les livres petits vraiment. J'ai eu beaucoup de mal ensuite parce que un peu moins sensible au côté descriptif qu'avait Tolkien. Et tu vois, tout récemment, grâce au livre qu'a sorti ActuSF justement sur le guide de Tolkien là, Ouais. j'ai eu un autre regard sur ce qu'était Tolkien. J'ai eu, tu vois, par exemple, sa sensibilité à la nature qu'on retrouve beaucoup dans les descriptions. Et en fait, j'ai pris un nouveau plaisir à le découvrir et à le lire. Et, et effectivement, malgré tout ça, t'as quand même ce livre dégage une espèce d'aura, de grandeur, enfin Et t'as tout résumé, un peu Laura. mystique. Ouais. Exactement, et c'est pour ça que j'aime autant ce livre. C'est qu'à chaque fois que je m'y plonge, j'insiste sur ce livre, puisqu'à la base, la trilogie était un seul grand livre. À chaque fois que je m'y plonge, mais je suis hors temps. Et j'ai l'impression vraiment de plonger dans un univers qui a existé, voisin d'une autre, mais comme jamais j'ai retrouvé ça dans aucun autre livre. Et ça vaut pour les deux traductions, hein, que je trouve d'ailleurs la nouvelle très intéressante. Hein. J'ai eu beaucoup de mal au début à me lancer, un peu trop, comment dire, arrêté sur mon avis. J'aimais beaucoup ce qu'avait fait Ledoux, le côté un peu 19e siècle de l'écriture du Seigneur des Anneaux, qui est pas très Tolkien finalement. Et j'ai trouvé qu'elle ne perdait rien en poésie, la nouvelle traduction au contraire. Elle est d'une fluidité, d'une douceur aussi. Donc c'était une façon pour moi de le redécouvrir. Mhm. Tout à fait. Je fais une parenthèse à chaque fois que je parle de Tolkien parce que il a créé un univers immense et quand on le découvre tout de suite, enfin en tout cas, parfois on est appelé par se dire ok, moi aussi je vais créer un univers immense avec tout ce que j'ai envie de raconter. Et Tolkien a quand même fait quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'en fait il a construit son univers tout au long de sa vie, mais ça l'a pas empêché d'écrire des histoires. Et je fais toujours ce rappel de dire construire son univers c'est bien, mais n'oubliez pas de ce dont vous rêvez, c'est d'écrire des histoires et de raconter des histoires dans cet univers. Donc faites les deux, voilà. Chaque fois Ouais. je le rappelle parce que Tolkien finalement, s'il avait attendu de construire son univers en entier pour écrire des histoires, on n'aurait jamais eu le Seigneur des Anneaux. Et on n'aurait jamais eu Et d'ailleurs, et on n'a jamais eu officiellement le Silmarillion avec lui, puisqu'il a fallu attendre son exactement, fils. Sinon, exactement. c'était resté au stade inachevé. Exactement, exactement. Donc voilà, ne visons pas la perfection d'un univers pour le partager. Exactement. Et, et, et donc dans ton cheminement, donc 13 ans, la première image qui est marquée, tu m'as dit que du coup tu avais beaucoup d'itérations. Qu'est-ce qui te fait à un moment de dire, en fait, ok, c'est le bouffon qui doit être le personnage principal, et c'est sous cet angle-là que j'ai envie de le raconter. Je pense que ça a été mes études en scénario. Ok. Donc j'ai fait l'école de la Cité quand j'avais la vingtaine. On dirait que je suis un vieux maintenant. Il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. C'était hier, on va dire. Et en gros, donc j'ai fait la formation scénariste à l'école de la Cité qui avait été fondée par Luc Besson. Ok. Et forcément, au cours de ces 2 ans, j'avais appris beaucoup, beaucoup de choses passionnantes sur la manière d'écrire les personnages, sur construire une intrigue, garder le spectateur en haleine, etc. Et j'avais mis de côté, faute de temps,
mon roman, qui devait être déjà la moitié du tome 2. En plus, c'était d'une longueur mais interminable. À côté, ce que tu as entre les mains, c'est une nouvelle, hein. C'est-à-dire que la précédente version papier le tome 1 devait faire 1500 pages minimum. Ouais. Le tome 2, je devais être à la page 900. Enfin, c'était délirant, mais on s'en rend pas forcément compte quand on écrit, puisque on n'a pas le formatage papier finalement. On écrit sur Word ou sur OpenOffice, et du coup, voilà, les pages, elles grimpent vite. Donc, pourquoi je te raconte ça? Oui. D'où c'est venu le bouffon? Bah, n'ayant plus le temps de travailler sur mon roman, je m'étais dit, tant pis, hein, écoute, j'ai mis un pied dans le cinéma, je me régale. Je faisais un peu l'autruche, mais je faisais l'autruche pas tant parce que le temps me manquait que parce que j'avais peur de me confronter à cette ancienne version dont je savais qu'il fallait revoir à peu près tout. Le début n'allait pas, les personnages n'étaient pas construits comme il fallait. Donc en fait, ça me faisait peur parce que je me rendais compte de la somme de travail que j'avais mis dedans, et je me suis dit non, allez, tant pis. Donc 2 ans, ça a été 2 ans d'abstinence d'écriture, en tout cas romanesque. Et il a fallu que j'assiste à un salon du livre à Paris, auquel était invité Robin Aube, que tu dois voilà, très bien connaître aussi, du moins ses écrits. Et comme toi, moi je suis un fan inconditionnel de l'Assassin Royal, auquel je rends d'ailleurs hommage dans les remerciements. Et quand elle est là, j'assiste à sa masterclass que je trouve passionnante. Et j'en profite à la toute fin pour faire la queue et me faire dédicacer un exemplaire. Alors à l'époque, je crois que c'était Les Aventuriers de la Mer. Ouais. Et j'ai eu la chance d'échanger avec elle pendant environ 48 secondes, je pense. On est peut-être monté 1 minute, mais j'en suis pas du tout sûr. Mais ça m'a suffi pour, en sortant de là, me dire « Ok, très bien, Thibaut, t'as autant envie de faire du cinéma que d'écrire des livres. On recommence tout à zéro. » Du coup, j'ai recommencé tout à zéro. Mais je savais que j'avais un gros problème, c'est que mon personnage principal était cliché au possible. C'était l'équivalent du fermier, entre guillemets. Donc c'est vraiment l'archétype de fantasy depuis toujours, hein. Donc j'avais besoin de lui trouver une couleur. Et il se trouve que dans la précédente version que j'avais abandonnée, du coup, j'avais quand même un personnage de bouffon, mais qui était secondaire. Il prenait plus d'importance au fur et à mesure du récit. Et je me suis dit, ah ben voilà mon problème, j'ai un personnage principal dont je me fiche maintenant, et j'ai un personnage secondaire qui prend de plus en plus de place. Et si je faisais en sorte de mélanger les deux? Alors j'ai pas tant gardé le côté fermier, mais de me dire c'est un personnage qui n'est pas bouffon, et qui par la force des choses va devoir le devenir. Et c'est ça qui m'a tout décoincé. Je me souviens vraiment, même j'en parlais autour de moi, je lui dis, ah tiens, c'est l'histoire d'un tel qui devient un bouffon et qui sera contraint de faire rire s'il veut garder sa tête sur ses épaules. Et je sentais que, en tout cas, dans la manière de le raconter, les gens étaient interpellés. Et là, je me suis dit, ok, je crois que je tiens mon héros, c'est pas un chevalier, c'est pas un mercenaire, c'est pas un magicien, c'est un bouffon. Merci Robin Aube, merci le fou, à moi de créer mon propre univers. C'est trop intéressant ce que tu racontes. Merci beaucoup pour ce partage. Il y a un truc qui me marque, et tu me diras si ça résonne un peu ou pas. C'est vrai que assez naturellement on va vers des histoires plutôt classiques, c'est-à-dire comme tu as dit, hein, le fermier qui en fait a des pouvoirs et puis devient roi de la terre, quoi. Et quelque part c'est une manière aussi quand t'es adolescent de vivre ta propre histoire de fantasy, tu vois, parce que nous en étant à l'école, au collège, etc., on est un peu lambda entre guillemets. Et je trouve que ce détachement que tu as réussi, cette prise de hauteur que tu as réussi à prendre en se disant ok, mais en fait ce personnage-là est pas fondamentalement intéressant, je trouve que c'est aussi c'est très beau, parce que c'est réussir aussi à déconstruire tout notre imaginaire et tout ce truc de dire bah en fait peut-être que ça va pas être totalement mon histoire, l'histoire de moi qui a envie de vivre dans un monde de fantasy. Et bravo pour avoir réussi à passer enfin avoir cette prise de conscience et de dire ok, en fait mon personnage intéressant c'est celui-là, quoi. Et du coup cet alignement aussi, effectivement, quand tu le racontes aux gens après, ils le ressentent, quoi, et tout de suite ça leur parle beaucoup plus. Et je pense que c'est la différence entre l'adolescent que j'étais et l'adulte que j'étais devenu, parce que ce jeune il était vraiment fermier, je crois. Enfin non, il était pêcheur. Bon, c'est tout comme, hein. J'ai rien contre les pêcheurs d'ailleurs, hein. Mais ce qui m'a frappé, c'était le rêve de l'adolescent, en fait, d'avoir ce stéréotype de personnage classique dont on a l'habitude de voir les aventures, que ce soit dans des romans comme La Roue du Temps, que ce soit Eragon, que ce soit tout ce qui a pu bercer notre adolescence. Mais ouais, avec le recul, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux raconter? Et la seule chose dont j'étais sûr, c'est que je voulais garder le côté roman initiatique. Donc je voulais surtout pas commencer avec un personnage qui était déjà bouffon. La porte d'entrée du novice m'intéressait toujours autant. Donc c'était voilà une sorte de compromis. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant parce qu'effectivement, souvent, enfin en tout cas les deux exemples que j'ai cités, Joker ou le fou dans Assassin Royal, le sont déjà, quoi.
quelque part. Donc Mais effectivement, justement, c'est ça qui est pas, hmm. ce qui m'a aussi motivé à aller dans cette direction. Ça a été le fou dans l'Assassin Royal est déjà fou. On connaît. Alors moi, j'avais lu aussi au cours de mes recherches, des romans de Alexandre Dumas qui traitaient du bouffon, que ce soit La Dame de Montsoreau ou Les 45. Bon, là, on est plus dans un bouffon de Renaissance avec Chico. Mais c'était intéressant. On a aussi Victor Hugo qui l'a traité dans Le Roi s'amuse, c'est une pièce de théâtre sur Triboulet. Mais à chaque fois, le bouffon est déjà bouffon. Et j'avais envie de comprendre quel était son entraînement. Parce que finalement, la fantaisie, Ouais. c'est quoi? Enfin, l'un des pans de la fantaisie, c'est quand même nous montrer l'entraînement du personnage. Que ce soit un guerrier, que ce soit un magicien, bah très bien, il est bouffon. Mais comment on devient bouffon? Et donc j'ai dû mettre de côté cette fois la fiction pour vraiment plonger dans des écrits plus historiques, dans des essais, dans beaucoup de documentation qui étaient difficiles à trouver, pour comprendre en fait les tenants, les aboutissants de ce métier, en quoi ça consistait, qui lui apprenait ça, est-ce qu'il y avait qu'une seule manière, qui étaient les bouffons artificiels, les bouffons naturels, enfin il y a tout un univers caché qui s'est ouvert à moi à ce moment. Putain, c'est génial. Ça donne envie de découvrir du coup. J'imagine enfin, c'est aussi ce qu'on découvre dans ton livre. Et Oui, 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 complètement. Même si je me suis forcément permis le petit pas de côté, on va dire, de fiction fantasy, mais j'ai essayé d'être au plus proche, et ça vaut pour beaucoup d'aspects du roman, d'être le plus proche de la vérité, et après de se permettre notre touche de fantasy. ouais, trop bien, trop bien. Et c'est ce, cette version au moment donc que tu décides que le bouffon devient enfin le personnage principal. Donc t'as du coup finalement un texte qui est déjà énorme. Euh, tu, tu gardes la structure de l'histoire ou tu changes vraiment quasiment tout? Tu gardes l'univers. Pour le bien de la littérature, j'ai tout changé, hein. Avec un grand L. J'ai vraiment tout changé, rien n'allait. Enfin, quand je dis rien n'allait, c'était interminable. Les points clés, on va dire les points de structure de base ne fonctionnaient pas. Alors on pourra toujours me dire oui, mais certains fonctionnent sans point de structure, et tant mieux pour eux, hein, je les admire vraiment. Mais la structure, c'est pas tant pour être mathématicien que pour empêcher le lecteur de fermer le livre. C'est pas pour rien qu'on a qu'on a créé la structure, et d'ailleurs qui découle beaucoup aussi du cinéma aujourd'hui, de la manière de le faire. C'est Ouais. que je sais très bien que structuré comme il était, mais j'allais perdre mon lectorat très très rapidement. Mm. Donc j'ai vraiment une refonte complète. Refonte complète. Ok. Je crois que j'ai dû garder trois Ah personnages, ouais. et tout le reste est passé à la trappe. Ok. Trop intéressant. Ce que tu as dit sur la construction des histoires est très intéressante parce que effectivement, il y a des structures classiques qui fonctionnent très bien. Bah, l'analogie avec le cinéma, enfin les bouquins de Truby font très bien la liaison entre les deux. Euh, et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est que en fait, en apprenant toutes ces structures-là, tu t'es rendu compte que ton livre en manquait. Et quelque part, oui, effectivement, il y a des gens qui vont réussir à fonctionner sans structure, qui vont finalement contourner toutes ces règles-là. Mais à mon sens, le point commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils ont conscience des règles pour jouer avec. Et c'est toujours ça en fait qui est intéressant. C'est bien d'avoir les codes, de se renseigner sur les codes. Et ça passe pas forcément par le fait de bûcher ou de lire des bouquins de comment construire des histoires, etc. Parfois simplement par le fait de lire des Mm. histoires, en fait inconsciemment on développe et on comprend ces tropes, ces structures, etc. Et une fois que t'as ça en tête, bah là tu comprends en fait pourquoi ces trucs-là existent et comment et aussi si t'as envie de les détourner quoi. Et donc ouais, ce travail de faire les choses en conscience, il est important pour justement explorer après la créativité et rajouter ta touche. Parce qu'à la fin, c'est toujours ça, tu vois. La littérature, l'art, etc. n'est finalement une suite de gens qui à un moment disent non mais en fait on a toujours fait comme ça, mais moi je m'en fous quoi. Mais c'est un Et ça guide, quelque enfin, part, c'est un bon guide, la structure au début. Faut pas en être mm, prisonnier, encore moins en bien sûr. littérature. Mm, C'est encore autre chose dans le cinéma, mais en littérature, faut pas en être prisonnier. Mais ça nous aide aussi à avancer. Moi, j'aime beaucoup me fier à ma structure dans la phase de préparation de l'histoire. ouais. Quand je rédige le synopsis, quand je fais un peu mes tirés de structure, mon séquencier. Mais finalement, quand je suis dans l'écriture même, là, j'y pense plus à la structure. Et si finalement je dois rajouter tel événement, tel incident, la décision du personnage finalement, au lieu de prendre A, il prend B, eh bien tant mieux, là ça devient organique, c'est génial. Mais pour créer de l'organique, moi j'ai besoin de structure avant. Mm, Euh, je comprends. C'est le juste milieu entre quel niveau d'organisation et quelle place tu laisses à l'instinct. Et, et en parlant d'instinct, qu'est-ce que, justement, toi, dans ton écriture, quelle place y tient ce côté un peu, je me laisse posséder par ma plume, elle m'emporte.
Ah, alors bonne question. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça que j'essaie de gagner du temps. T'inquiète, pas de Alors problème. déjà, Prends ton temps. je pense que, donc comme je t'ai dit, dans la phase de préparation du roman, je veux dire, c'est pas très excitant à voir, puisqu'en fait, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de tentatives. Tiens, il se passe ça, non, ça fonctionne pas. Toujours partir du personnage, en fait. Et après, ça fait comme des cercles sur un lac, tu vois, quand tu jettes une pierre. Tu pars de ton personnage principal, de la thématique qui va avec, et t'élargis. Si le personnage est comme ça, ok, bah, je vais créer une religion autour de lui qui est l'inverse de ce qu'il est. Comme ça crée du conflit. Donc lui, il est censé faire rire, très bien. La religion sera la tristesse. Et de couche en couche, j'en viens à créer mes autres personnages aussi. Tiens, lui représente ça, bah, je vais mettre quelqu'un qui est à la fois une déclinaison de lui et en même temps son opposition. Donc petit à petit, ça c'est dans la phase de préparation. Quand il s'agit de l'écriture à proprement parler, heureusement tout le plaisir et le fait qu'on ne voit pas les heures défiler, c'est qu'on se laisse aussi un petit peu aller. Heureusement. Mais je te dis, c'est fort de la préparation d'avant que j'arrive à me laisser aller. Mais j'ai toujours dans ma tête, je sais très bien que je dois arriver au point B. Par exemple, je me dis pas quel sera le point B. Non, non, je sais que je dois arriver à ce point B. Et il peut arriver en l'écrivant de me dire, mince, en fait ce point B il fonctionne pas. Et là c'est intéressant aussi, je repars en réflexion. Puis j'ajuste. Ou des fois j'écris un chapitre et emporté finalement par le clavier, je dévie légèrement, je m'en rends pas compte, je fais lire à mon lecteur, à mon bêta lecteur, et qui me dit ah oui mais c'est marrant, il s'est passé ça, c'est pas mal, hein, j'y m'y attendais pas. Ou l'inverse. Pourquoi il s'est passé ça? Il m'arrive des fois de tenter on va dire des improvisations sous le coup de l'inspiration, et finalement je me fais taper sur les doigts aussitôt par le lecteur, mon lecteur qui en plus ne savait pas forcément que c'était improvisé, il me dit juste ça marche pas du tout. Je me dis mince, bon là ça marche pas. Ça peut fonctionner, donc quelque part je m'interdis jamais d'essayer. Et on verra ensuite si ça plaît ou pas, pour être attentif aussi à ce que les gens en pensent. Parce que c'est vrai qu'on écrit une histoire pour soi, mais on l'écrit aussi pour les autres. Et on n'a jamais le recul nécessaire sur sa propre histoire. J'aime bien le message que tu passes de s'autoriser à essayer et finalement d'être dans un processus itératif. Dire ce que tu écris n'est pas gravé dans le marbre et tu pourras toujours le changer. Et c'est très cool. Dans ton fonctionnement, là, tu t'as parlé des bêta-lecteurs. Tu fonctionnes plutôt, t'écris tout ton texte, tu le repasses ou tu fonctionnes par morceaux. Peut-être que t'as un changement qui a enfin, un fonctionnement qui a évolué aussi peut-être au fil du temps. Non, il est resté le même et j'aime beaucoup Ok. cette manière de travailler. Alors sans doute d'autres l'ont aussi, mais moi je fais vraiment lire chapitre par chapitre. Ah, c'est intéressant. C'est pour moi inconcevable de finir le livre et de leur envoyer le pavé sur le bureau en leur disant on se revoit dans 2 mois quand tu auras tout lu. Parce qu'il suffit, je te prends un exemple, hein. Chapitre 2, il me fait remarquer je sais pas, une évidence sur le personnage, un détail, un défaut qui va pas. Et là je me dis mince, ça veut dire que ce défaut-là qu'il a remarqué chapitre 2, va falloir que je corrige ça chapitre 4. Chapitre 6, ce défaut, il a conduit à une décision qu'a pris le personnage qui m'ouvre une ramification d'intrigue. Chapitre 10, etc., etc. Et à la fin, alors c'est comme ça qu'on fait aussi les histoires, mais moi ça me paraît une montagne de travail décourageante. Donc j'aime beaucoup avancer, on va dire à la manière feuilletonnante des auteurs français du 19e, c'est-à-dire je leur envoie un chapitre à la fois. Et c'est d'autant plus stimulant que j'ai le sentiment que le texte il est vivant. Parce que quand je l'écris, je me dis pas à ce moment-là, oh là là, dans 2 ans quelqu'un va lire ça. Non, non, je me dis, dans une semaine, quelqu'un lit ça. Et tout d'un coup, moi je me sens beaucoup plus proche de mon texte, de mes personnages, et je suis plus attentif à ce qu'ils disent. Ça me permet de le retravailler dans la foulée. Alors je te cache pas, depuis l'annonce de la trilogie, dont on parlera tout à l'heure j'imagine, depuis l'annonce de la trilogie, j'ai dû changer un peu mon fusil d'épaule pour sortir le 2 aussi dans un délai raisonnable. Et du coup, j'ai accéléré ce rythme, ce qui fait que c'est toujours chapitre après chapitre que j'envoie en lecture, mais je ne reviens plus sur les modifications. Là, je les note dans un coin, je mets de côté et j'enchaîne. Parce que mon but, c'était vraiment d'arriver au bout du livre. Et pour la petite anecdote, je comptais le finir hier, mais je pense vraisemblablement que je finirai demain le deuxième roman, puisqu'il doit me rester vraiment Quelques... 4 pages. Je pense vraiment 4 pages à écrire. On est vraiment à la toute fin, donc j'arrive dans cette période charnière, quoi. Trop cool. Je rebondis sur ta méthode de fonctionnement. C'est hyper intéressant parce que ça rejoint. Tu vois, moi j'étais assez partisan du. Tu fais ton premier jet et tu le fais relire, tu vois. Parce que tu avais ce côté, je trouve, surtout sur les gens qui écrivent leur premier roman, de boucle de perfection infinie, tu vois. Où le temps que quelqu'un relise ton premier chapitre, t'avances, il te fait un retour, tu modifies tout. Et en fait, souvent,
Alors, de ce que j'ai pu observer parfois, les gens commencent à rentrer dans des boucles de correction infinies et ça devient, c'est fractal et ça explose et puis après montagne de travail et ça s'arrête, tu vois. Et maintenant, à force de travailler avec des auteurs, je me rends compte qu'en fait, cette vision, elle est un peu centrée sur moi parce que c'est mon fonctionnement à moi. Même si j'ai pu l'observer chez certains, et que c'est beaucoup plus intéressant justement de s'interroger sur la méthode dont ont besoin les gens. Et effectivement, certains fonctionneront beaucoup mieux et verront le travail du livre comme moins gigantesque en fonctionnant par petites relectures. Et donc c'est hyper intéressant. Mais là où tu as raison, je me permets, et je te rejoins aussi, tu vois, je ménage un peu la chèvre et le chou, c'est que ce que tu dis, notamment quand tu écris un premier livre, si tu es à tes premières pages écrites, etc., je ne conseille surtout pas cette méthode. Pourquoi moi je me permets de la faire? C'est que je me suis rendu compte déjà avec mon esprit, je n'arrivais pas, j'aimerais, hein, mais je n'arrive pas, à continuer une histoire quand je sais que j'ai quelque chose à modifier. Je suis un peu un obsessionnel là-dessus, et c'est pareil en cinéma, quand je suis sur un montage ou une écriture du scénario, avec mon frère, parce que j'écris avec mon frère dans le cinéma, tout d'un coup on sait qu'on a quelque chose à changer, on doit le faire aussitôt. En revanche, je me suis permis ce mode de fonctionnement chapitre après chapitre qu'à partir du moment où j'avais écrit déjà, mais enfin avant j'avais déjà écrit des milliers de pages, tu vois ce que je veux dire, parce que toutes les versions dont je te parlais, les 6 ou 7 qui ont précédé, je les faisais pas lire chapitre par chapitre, ce n'est qu'à peut-être la 8e ou 7e, je sais plus à force, version. Donc j'avais déjà une habitude d'écriture qui peut toujours se peaufiner évidemment, mais effectivement si je sais pas ce que ça aurait donné si je l'avais fait lors de la toute première mouture, je pense que j'aurais été peut-être tout simplement découragé parce qu'il m'aurait ciblé le style, il m'aurait ciblé le fond, les dialogues, donc c'est pour ça que je te parle vraiment à l'instant T. Moi c'est devenu ma méthode et je la trouve très efficace pour moi, mais effectivement chacun doit trouver la sienne, sans compter, et je finirai là-dessus sur ce point, c'est très très important de bien choisir ses bêta lecteurs. Mais c'est d'une importance cruciale et je pense que tu le sais même mieux que moi. C'est pas les personnes qui vont nous dire oh, c'est incroyable ce que t'écris. Non, c'est clairement pas. Et il faut vraiment que la personne ait un esprit critique. C'est important. Il faut pas non plus qu'elle te démonte parce que tout l'intérêt c'est pas de se faire décourager et surtout qu'elle cible les bonnes choses au bon moment. Typiquement, je trouve quand on envoie une première version d'un manuscrit à lire, s'il y a des problèmes de style, des problèmes de langage, c'est peut-être pas là qu'il faut cibler les choses. Ça vient peut-être dans un second temps, sans compter qu'on a un travail éditorial avec l'éditeur normalement, mais c'est de vraiment s'attacher à est-ce que tes personnages fonctionnent, est-ce que ton intrigue fonctionne, est-ce que j'ai envie de tourner la page. Donc voilà, je trouve qu'il y a différentes strates à étudier dans l'ordre pour ne pas s'éparpiller. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas forcément évident de faire de la bêta lecture en plus. Je pense qu'il faut il faut une bienveillance et réussir à aussi se mettre dans la peau de l'auteur, en se connectant à quelle est l'intention qu'il a avec le roman, quel lectorat il veut cibler, pourquoi il l'écrit, ce que ça représente pour lui, etc., etc. Et ça permet de faire des commentaires qui sont beaucoup plus objectifs que simplement des commentaires de dire ah bah ce passage-là j'aime pas trop ou je comprends pas trop, parce qu'il y a aussi la sensibilité du lecteur quoi. Et effectivement tu contenteras jamais tout le monde, donc effectivement c'est pas un travail évident et il faut bien choisir. De ton côté, comment là quand tu l'envoies chapitre par chapitre, t'envoies à plusieurs personnes ou oui et non. Oui et non. Je vais souvent te répondre ça d'ailleurs. Ça, je peux réfléchir en même temps. Oui et non. Avant je faisais ça pour le premier tome. Je te dis ça, non. En fait, j'ai toujours eu un premier lecteur, je sais pas pourquoi je te dis ça. Pour le premier tome, j'avais mon meilleur ami qui était mon bêta lecteur. C'est quelqu'un dont j'estime beaucoup la vie critique, est très très pertinent. C'est un passionné de littérature et c'est lui qui lisait au compte-gouttes. Une fois qu'il a validé en quelque sorte, là je faisais lire en parallèle à la fois à mon frère, à la fois à ma copine. Je pouvais faire deux trois personnes à la fois, mais j'étais déjà repassé sur le texte, ce qui fait que les premières modifications avaient été faites. Pour le deuxième, c'est un peu particulier, puisque la vie fait que chacun est des fois plus occupé, et j'ai écrit dans un rythme peut-être plus soutenu, ce qui fait que là, je n'ai qu'un seul lecteur pour l'instant, c'est vraiment mon frère. C'est lui qui, au quotidien, semaine après semaine, me fait les retours sur le livre. Et là, on va arriver maintenant dans la période où je vais le faire lire à d'autres bêta-lecteurs, mais ça n'est pas arrivé avant. J'aime bien, c'est vrai que privilégier en tout cas une personne au long cours, mais la personne qui saura le mieux cibler les défauts de l'intrigue, les défauts des personnages,
Et ensuite, je sais que telle autre personne sera peut-être plus sensible, au style. Une autre personne va peut-être être plus sensible à la manière de croquer les personnages féminins, à la manière de croquer telle thématique. Donc voilà. Très intéressant. Et comment de ton côté, t'arrives à, à encaisser, par exemple, parfois les critiques qui peuvent être euh, un peu dures ou notamment au début, tu vois, les premières critiques que tu reçois, est-ce que ça a été dur de les gérer, entre guillemets? Alors, ironiquement, les premières critiques que j'avais eues, elles étaient très enthousiastes, mais pas à raison. C'est ce que Oui. je faisais souvent. Du coup, j'étais très content. Je me suis dit, bon, bah, très bien. Et c'est vrai que j'avais reçu pas mal de louanges qui, finalement, étaient infondées. Enfin, quand je dis infondées, qui n'étaient peut-être pas tant méritées que ça. Mais parce que le lecteur me disait, ouais, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Mais le lecteur, à l'époque, et c'est le très bon lecteur dont je te parle, mon meilleur ami, mais à l'époque, il avait 16 ans. Moi, j'avais 16 ans. Et on Hmm. n'avait pas le recul. Donc, à ce moment-là, on évoluait avec nos années. Et puis, on se disait, non, enfin, lui me disait, c'est très bien. Il me pointait certaines choses. C'est quand il a fallu revenir dans le texte, même lui, il a eu un nouveau regard. Et là, j'ai senti qu'il avait évolué, que j'avais évolué, et que ce serait très bien pour le texte. C'est toujours délicat en termes d'ego, mais c'est pour ça qu'il y a l'art et la manière. Moi, je pense que je suis prêt à quasi tout accepter à partir du moment où, comme tu le dis, c'est bienveillant. À partir du moment où c'est dit d'une manière abrupte, au-delà de l'ego, c'est qu'on a tendance à se braquer, on va imaginer, alors peut-être de façon erronée, que l'autre veut tout simplement un autre livre, aurait imaginé une autre histoire. Comme tu disais, ça dépend de quel roman veut écrire l'auteur. Donc c'est délicat. Et souvent, honnêtement, je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas, c'est quand on nous fait un retour qui ne va pas. Ça tombe pas des nues, on se dit mince, il a raison. Et c'est ça le plus agaçant. C'est le mince, il a raison. Hmm. Et c'est pour ça que je garde mon frère comme premier bêta lecteur là, sur ce tome et le suivant, il le sait pas encore, mais oui. C'est que à chaque fois qu'il me fait un retour, ça m'agace, mais ça m'agace. Mais ça m'agace parce qu'il a raison en fait. Hmm. Parce qu'il a raison, quand je l'écris, des fois je me dis, oh, peut-être ça passera pas. Je conseille une chose, quand vous écrivez quelque chose et que vous dites peut-être ça passera pas, spoil alert, ça ne passe pas. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, hein, tant mieux, vraiment, je me suis dit, ça ne passe jamais. Hmm. Et des fois, au contraire, je suis tout content de ce que j'ai fait, et puis il me dit, non, mais là, ça ne va pas pour telle et telle raison. Et après, on en discute. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que parfois, il me dit juste, ça ne fonctionne pas, et des fois, il va me dire, viens, on s'appelle. Ça, c'est mauvais signe. Viens, on s'appelle. Ça veut dire, bon, un mail ne suffira pas pour t'expliquer. Et du coup, il a besoin de comprendre ce que je veux raconter, je lui explique, et ça nous arrive des fois de brainstormer un petit peu. Il me dit, attends, mais là, donc, t'es coincé à cet endroit, est-ce qu'il pourrait pas se passer ça? Des fois, c'est lui qui apporte l'idée, des fois non, mais il me permet de la trouver. Donc, ce qui est génial aussi avec ces bêta-lecteurs, c'est d'avoir une dialectique. C'est de discuter avec eux et pas juste se contenter de ah, ok, donc il a aimé le chapitre 1, le deuxième est un peu long, le troisième, ça va trop vite. Tu vois, C'est c'est trop cool. Merci. Je vais souvent te remercier pour le partage parce que justement je de trouve dire de ça. rien, moi je suis content d'être là, de discuter avec toi de Ouais, littérature. On a commencé par ouais, parler de Tolkien, moi je suis ravi. ouais, c'est trop cool. Et moi, je me rappelle, hein, j'ai des souvenirs. Tu vois là, quand t'as parlé de, putain mince, il a raison. C'est pas ça fait mal. Hein. Et surtout, parfois tu fais ah et ça, tu sais, tu grinces des dents. Et puis effectivement, à un moment, je trouve que c'est pour ça que prendre les commentaires, il faut toujours un peu les laisser processer aussi. Tu vois, une fois que tu les as lus, ouais, tu vas marcher dehors, tu laisses le bruit des oiseaux Tu vas taper dans un et mur. voilà, exactement, exactement. Et après, ça s'apaise et tu fais, ok, il a voulu dire ça, ça peut être intéressant, etc. Et s'autoriser aussi à avoir un nouveau regard. C'est vrai que parfois, tu as la tête dans le guidon, en fait, et il y a des évidences que tu captes pas. Tu fais, mais comment j'ai pu écrire ça, tu vois, à ce moment-là. Mais Et en déjà, même c'est temps, génial de se dire ça, hein, ça veut dire qu'on écrit ouais, déjà. Hein, bien sûr, vraiment, en fait, on c'est écrit. exactement ça. C'est exactement ça, et c'est justement, tu vois, une des croyances sur lesquelles je travaille quasiment intégral avec tout le monde. C'est le côté, en fait, le premier jet, il n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'exister. Tu vois, déjà, une fois qu'il aura existé, tu auras une base sur laquelle te raccrocher pour discuter, pour avancer, etc., etc. Et sortir de ce truc de dire, ok, là, je vais écrire ce chapitre-là et plus jamais je le toucherai, tu vois. Parce Et que quand d'ailleurs, tu es dans cette réflexion-là, pour aller dans ton sens, je crois que c'était Hemingway qui hmm, disait que toute première version, bon, avec ses mots à lui, hein, mais c'est de la merde. Et ouais. il a raison, enfin, je pense, à moins d'être vraiment un génie frappé par comment dire, par un éclair divin, mais
c'est ça qui est aussi fascinant, c'est le travail qu'on va faire étape après étape. Et heureusement qu'on a le droit de se planter, qu'on se plante. Tous les livres qu'on lit et qui nous passionnent, ils sont passés par des étapes qu'on n'imagine pas forcément. Et c'est tant mieux, c'est génial. Les gens n'ont pas forcément à savoir, tous les lecteurs n'ont pas forcément besoin de savoir tout ça, mais heureusement on a le droit de se tromper, c'est le meilleur moyen de réussir. Exactement. Et ceux qui ont besoin de le savoir, par contre, c'est ceux qui ambitionnent d'écrire aussi. Parce que Exactement. Voilà, parce qu'en fait, sinon, t'as le point de comparaison, mais tu compares quelque chose qui est pas comparable. Tu vois, toi qui écris ton texte comme ça, et un bouquin qui a été bêta-lu 3 fois, recorrigé 2 fois, et il y a eu un travail d'édito, et faut comparer les choses qui sont comparables, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'entendre les auteurs en parler, parce que ça, tu vois, ça déculpabilise aussi. Tu dis, ah, mais c'est normal. Donc, ok, voilà. Il y en a d'autres qui sont passés par 6-7 versions, il y en a d'autres qui ont commencé à écrire jeunes, et qui, à la fin, arrivent à quelque chose de très beau, quoi. Mais quand tu dis déculpabiliser, j'aime bien parce que déjà, il faudrait. Le sentiment de culpabilité ne doit pas exister dans l'écriture, puisqu'on écrit déjà, c'est génial. C'est vrai. Et l'autre chose, c'est que. Alors, il m'est arrivé de rencontrer des fois des auteurs ou des auteurs en herbe qui me disaient ah, moi, j'écris que le matin, ou moi, j'écris que le soir, ou moi, j'ai besoin de faire 1500 mots par jour. Et je me dis c'est génial, du moment qu'ils trouvent leur façon. Mais quelque part, en fait, on choisit les. Comment dire, on s'impose un peu, tu vois, ces objectifs pour se motiver à écrire. Mais si tu arrives à écrire le matin, le midi, le soir, que t'as pas besoin forcément d'être conditionné, mais tant mieux, c'est génial, quoi. On a créé tous ces objectifs pour pousser à l'écriture. À partir du moment où t'es dans l'écriture et que ça coule tout seul, moi je sais aujourd'hui, ça veut pas dire que je vais parfois être bloqué, évidemment, comme tout le monde, où je vais avoir un peu cette peur de la page blanche. Mais je peux très bien écrire le matin, le midi, le soir. J'ai pas de rituel, c'est pas grave. Mon seul rituel, c'est de retourner devant le PC en me disant ok, bon, on continue l'aventure. Donc tu l'as dit, il y a pas à se sentir coupable. Et même si je trouve une journée, on a écrit 200 mots, si ces 200 mots nous vont, oui, c'est déjà ça. Alors évidemment que si tu fais 200 mots tout au long, tous les jours, c'est pas que c'est mal, c'est juste que à toi de regarder le temps que ça te prendra. Et si t'es prêt à ça, il n'y a pas de. Exactement. Un livre, on peut prendre 20 ans à l'écrire, comme 6 mois, c'est pas grave. Hein. Et ce qui est injuste aussi, c'est que des fois, un livre écrit en peu de temps peut être aussi meilleur qu'un livre qui a pris du temps. Et inversement, écrivez. Enfin, ouais, je pense mais je regarde beaucoup ce que tu fais aussi, et on va dans le même sens là-dessus. Écrivons. Exactement. Juste, ouais, écrire, c'est tout. Et c'est vrai, tu soulignes quelque chose d'intéressant sur les objectifs. Certains, tu vois, ont peur de s'en fixer parce qu'il y a ce truc de quand tu te mets un objectif, t'as ce truc de pression tout de suite sur les épaules, tu vois. Et c'est à mon sens important de déconstruire aussi ce truc-là. L'objectif existe pour ancrer dans la réalité. Il existe pas pour te dire si t'as pas fini le 5 décembre, t'es nul, tu vois. En fait, que t'es fini, que t'es pas fini, on s'en fout. Le seul truc, c'est que tu te sois ancré dans la réalité, qu'ensuite t'agisses de manière congruente avec ce que tu as envie d'obtenir, et le chemin, voilà, c'est ça qui compte finalement. Et c'est toujours le truc, tu vois, tu retombes sur le chemin est plus important que la destination ou l'objectif, etc. C'est des phrases très bateaux, mais en réalité c'est très vrai, quoi. Et comme tu as dit, 200 mots, c'est déjà 200 mots de plus que la version de toi qui aurait pas écrit. Donc, exactement. Tout bénéfice. Et puis on a tous aussi. Alors moi j'ai la chance aussi d'avoir un emploi du temps assez souple. Enfin, quand je dis assez souple, soit je travaille depuis chez moi, soit je peux agencer à peu près mes rendez-vous. Mais on a tous à côté une vie, que ce soit professionnelle, que ce soit privée. Ce qui fait que des fois, moi j'ai rencontré des auteurs et je suis fasciné. Ils me disent ah non, mais moi j'écris pendant ma pause de midi, pendant 45 minutes et un petit peu le matin. Je sais pas comment ils font, mais je suis tellement admiratif. C'est génial. Donc en fait, chacun doit trouver son temps. La seule chose, c'est, et je crois vraiment en ça, si on a vraiment envie d'écrire un livre, il y a moyen. C'est possible. Même si on n'a pas 4 heures de pause dans la journée. On dit souvent, j'ai pas le temps d'écrire. C'est vrai, alors soit occupé par les enfants, soit occupé par la vie en général. Mais si on mettait, j'en sais rien, je vais pas tirer une balle dans le vide comme ça, mais déjà le temps qu'on passe sur nos téléphones, si on le restreignait un petit peu, on aurait tout d'un coup beaucoup plus de temps d'écriture. Oui. Donc qu'est-ce qu'on est prêt à donner comme temps effectif de qualité à notre journée ? Exactement. C'est le grand travail initial, c'est identifier le temps impératif, c'est-à-dire les enfants, dormir, prendre soin de soi, etc. Et puis après, tu as tout le temps, le temps libre. Et c'est sur ce temps-là qu'il faut travailler. Souvent, on se dit, j'ai pas le temps, au regard de ce qu'on a d'impératif.
Ben, j'ai pas le temps, je travaille. Oui, bah ça c'est normal. De toute manière, ça va pas changer en fait. Mais ce qui est important, c'est ok, t'as envie d'écrire un livre, très bien. Interroge-toi sur le temps que t'as de libre. Et sur ce temps-là, dis-toi, connecte-toi à ton intention, à ton rêve, tu vois. Et là, tout de suite, quand tu te connectes à ça, ouvrir son téléphone et regarder Instagram ou TikTok, tout ça paraît beaucoup moins important, tu vois. Et hop, tu te mets dans l'écriture et puis tu développes cette habitude après. Et après, c'est une boule de neige, quoi. Mais ces premières questions, elles sont pas elles sont difficiles parfois parce qu'en fait, tu vois, ça devient une habitude en fait. Tu travailles, bon, t'ouvres ton téléphone et voilà. Et t'as dit, hein, il y a des routines d'écriture, moi qui me fascinent. J'ai reçu des autrices qui me disaient, moi j'écris dans les transports. Tu vois, effectivement, 45 Ouais. minutes de métro, aller-retour, ah, Bah ça fait ouais. quasiment 2 heures d'écriture par jour. Bah ouais. Bah, c'est Et top. d'ailleurs, Ouais. on n'a pas mentionné un point crucial. Et quand on parle d'écriture, c'est la lecture. Et ce qui est vrai pour l'écriture est vrai pour la lecture. Même une personne, on a tendance à se dire des fois, mince, j'ai pas le temps de lire aujourd'hui. Et c'est vrai, des fois on n'a pas le temps. Et des fois on n'a peut-être qu'une petite demi-heure. Et la lecture, elle est intimidante quand on n'a pas ouvert un livre depuis longtemps. On se dit, une demi-heure, ça suffira jamais. C'est déjà bien une demi-heure de lecture. C'est très bien, 20 minutes, c'est pas grave. Et moi, je sais que c'est, mais comme je pense tous les auteurs, c'est un carburant énorme, la lecture. Si je ne lis pas, en général, je vais pas écrire. Enfin, je vais moins bien écrire. Et du coup, je me rassure beaucoup en compartimentant ma journée entre l'écriture et la lecture. Je suis d'accord, moi aussi, la lecture prend une place importante. C'est, alors j'ai un peu des phases de boulimie, ça dépend, tu vois. En écriture, en lecture, j'ai parfois du mal à trouver l'équilibre, tu vois, d'intégrer les deux. Mais ça, c'est pareil. Encore une fois, chacun son trouve midi à sa porte entre guillemets. Et et pour revenir sur la trilogie quand même du Bouffon. Donc là, premier tome. Deuxième tome, j'ai entendu 2026, mi-année, septembre Ouais, peut-être, même non? non, non, Un même peu un petit peu avant? avant. Alors, en gros, Ah, la date exacte va être communiquée par la maison d'édition prochainement. Là, ce qu'on peut dire et dont on est sûr, c'est qu'il sera prêt pour mai 2026, puisqu'on va avoir le ok. salon des Imaginales en 2026, il sera prêt. Ok. Donc ce sera au plus tard fin avril, début mai, au plus tard. Trop bien. Peut-être avant. Trop bien, trop bien. Et du coup, deuxième tome, après le troisième, t'as déjà un peu... oui, c'est ça ma question. C'est au-delà du planning, est-ce que toute l'histoire, tu la connais? Alors sans connaître peut-être précisément les événements, mais au moins j'imagine que t'as peut-être ton intention finale. Oui, enfin même tu peux le dire, quasi tout. Enfin, je connais les grandes lignes de Ouais, l'histoire ok. du troisième, aussi sûrement que je connaissais les lignes du deuxième quand j'écrivais encore le premier. Ok. Parce que c'est ce que je précisais dans le message que j'avais transmis sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas tant que j'ai étiré le diptyque en une trilogie, que le diptyque est revenu à sa structure de base, c'est-à-dire une trilogie. Parce que l'histoire, je l'avais toujours pensée en trois arcs narratifs, début, milieu, fin. D'ailleurs, je lisais quasi que des trilogies, donc c'était vraiment un schéma pour moi rassurant et puis logique. Mais quand il a fallu démarcher les éditeurs, on m'avait conseillé, à juste titre en plus, on m'a dit fais attention, c'est vrai que les éditeurs peuvent être un petit peu frileux et on les comprend à l'idée de signer un jeune auteur, un primo-auteur qui aurait une trilogie parce que bah, forcément on n'est jamais sûr du succès que va rencontrer ou pas les livres. Et donc on m'a dit, bah, c'est vrai qu'en France on a tendance à privilégier le one-shot ou le diptyque. Et quand j'ai signé avec Actu SF, à ce moment-là, bah, du coup, pour valider ça, je m'étais dit oui, c'est un diptyque. C'est un diptyque, ouais, ouais. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais condensé l'histoire du 2 et du 3 en un synopsis que je leur avais envoyé. Alors à lire le synopsis, ça tenait, hein, mais après, t'as la théorie et la pratique. Et la pratique, je m'en suis rendu compte, mais tout récemment, hein, il y a pas 2 mois de ça. Naïvement, quand le premier tome est sorti, je me disais, bon, bah le deuxième, que j'étais en train d'écrire, hein, je vais aller au bout de l'histoire, ce qui devait être mon troisième tome, oui, oui. Sauf que, bah, partagé entre le temps que j'accordais à la promo du premier et l'écriture du deuxième, je réalisais pas un peu les pages qui défilaient. Et la structure aussi, puisque j'avais repris une structure similaire au premier tome. Et c'est quand j'ai vu le nombre de pages que j'ai regardé tout ce qui me restait à raconter. Là, pour la première fois, j'ai un petit peu paniqué. J'ai appelé mes proches en leur disant le problème que je rencontrais, pour aussi prendre leur avis en tant que lecteur, bêta-lecteur. Et bah oui, c'est imposé une logique, enfin un choix, c'était d'appeler l'éditeur. Je lui ai raconté, comme donc Jérôme, que je crois tu connais en plus, Ouais, Jérôme Vincent. on a discuté ouais. Ouais, qu'on peut saluer, qui est adorable et en plus très professionnel. Et sur le coup, il m'a soutenu à 100%. Alors je pense que pas beaucoup d'éditeurs apprécient recevoir l'appel d'un auteur qui te dit finalement au dernier moment, mon livre tiendra pas en 2 tomes, il faut en ajouter un.
surtout quand tu as communiqué là-dessus auprès des libraires, etc. Mais il m'a dit tout de suite, bah écoute, le bien de l'histoire avant tout, si t'es sûr de toi. Il a voulu savoir aussi ce que réservait ce troisième tome plus en détail, on en a discuté ensemble, et finalement il m'a donné son accord, et c'est absolument génial. Parce que moi j'ai presque le sentiment que rien n'a changé. C'est juste que, comme je lui disais, bah, l'avantage c'est qu'au lieu que le livre sorte, j'en sais rien, début 2027, le 2, bah là il va sortir plus tôt, parce que je suis du coup à la fin, moi. Et je m'en rends compte. Et ça aurait été, alors que les gens apprécient ou pas le deuxième, hein, mais ça aurait été une erreur complète et totale que d'en faire un diptyque, parce que j'aurais eu un livre tellement dense, tellement long, Mm. que finalement, je pense, c'est comme un gâteau avec trop de crème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est je vois c'est très hyper bien. appétissant, tu dis c'est génial, je vais plonger, et en fait, t'es écœuré, t'as juste envie de vomir. Donc voilà, il va retrouver une harmonie, je pense, le texte comme ça. Ouais, c'est bien. Tu vas retrouver l'équilibre entre Ah aussi ouais. le premier et du coup, bah, pas le deuxième, mais le 2 et le 3. Et ouais, effectivement, ouais, effectivement. C'est toujours le paradoxe de, on a envie de mettre toutes nos idées dans un seul livre. Et en fait, à un moment, il faut trier et laguer en fonction de l'intention qu'on a initialement, quoi. Exactement. Et quand on a Et, cette chance, qui a été mon cas, de pouvoir être entouré et soutenu comme ça, et donc de décliner son histoire en trilogie, c'est génial. mm, Parce que là, même moi, je vais pouvoir des éléments que j'avais retirés de l'intrigue, parce que forcément, faire tout tenir en 2 tomes, c'était pas possible autrement. Ah, là, c'est génial, je peux le développer en fait. Je peux m'amuser à les gratter. Le troisième tome, c'est un bac à sable énorme pour moi. Mais comme je te l'ai dit, je vois où je vais. Je vois du A, B, C, D. Mais c'est juste les entre-scènes, les entre-lignes. Voilà, il y a plein de petites choses où je vais pouvoir m'amuser à creuser, à gratter. Voilà, mais c'est hyper stimulant. ah, trop bien. Et comment t'as fait, j'ai vécu, j'ai éprouvé l'écriture d'un tome 2, tu vois, en ayant le début et grosso modo là où à peu près je veux arriver à la fin du 3. Le tome 2, tu sais, il y a toujours ce truc un peu d'entre-deux, entre le un et la présentation de l'univers est passé. On n'est pas totalement au climax vraiment final et au bouclage de l'intention qu'on a avec la trilogie. Et donc on est un peu dans cet entre-deux du tome 2. Certains l'appellent l'effet des deux tours justement du Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu as rencontré un problème particulier, toi, dans l'écriture de ce tome 2? Ce qui est marrant avec ce que tu dis déjà, c'est que c'est un problème aussi qu'on remarque beaucoup en cinéma. Je fais une Ouais, petite parenthèse sur les structures de bien films. sûr. Souvent, le plus faible, c'est le deuxième acte. Je parle pas tant des trilogies que de la structure intrinsèque d'un film. Hmm. Le deuxième acte, c'est un peu embêtant parce que les enjeux doivent être plus élevés, mais en même temps, on ne doit pas en arriver à la fin du film. Et donc, on a souvent le cul entre deux chaises, et c'est là où souvent le spectateur ressent un ventre mou. Le ventre mou, il est rarement, ça peut arriver, hein, mais il est rarement dans les 20 premières minutes du film. Hmm. Il est rarement dans la dernière demi-heure, et souvent en plein milieu. Et pour revenir à la littérature, sur ce livre-là, alors c'est pas tant ça le souci que j'ai rencontré que la peur de me répéter. Ah, intéressant. C'était plutôt ça. Parce que quelque part, au début, bah, tu connais plus ton univers, tu connais ton personnage, donc ça glissait tout seul. Et le premier, c'est un huis clos qui va se passer dans un château. En gros, hein, c'est pas seulement un huis clos, hein, mais c'est principalement des intrigues de cour dans un château. Et alors je vais pas dire où se passera le deuxième, même si on le saura bientôt. Mais je voulais garder le même principe, mais dans un autre lieu. Et qui dit intrigue de cour, on dit attention à pas te répéter là-dessus. Donc moi, c'était plus euh, la crainte de faire une pâle copie du premier au début. Et Hmm. heureusement, plus l'écriture s'est enclenchée, bah, plus finalement à la fois le décor, à la fois les enjeux et les personnages, tout changeait et ont fait que je me suis bien éloigné. Mais ça a été, voilà, moi c'était plutôt là ma crainte, plus que la frustration de me dire je peux pas encore aller trop loin, soit dans Hmm. l'action, soit dans les rebondissements, parce que je suis pas encore au dernier tome. Très intéressant. T'as- c'est marrant. Tu vois, il y a un truc toujours osons écrire, tu vois. C'est que t'as cette peur parfois que tu es là, du coup, que t'as évoqué. Tu dis, ah mince, j'ai peur de me répéter. Et en fait, c'est en écrivant que tu te rends compte, ah mais non, en fait, c'est pas le cas. Exactement. Et Et après, moi, il me reste encore des corrections sur le texte, et puis on verra comment les gens le reçoivent. Moi, je te parle vraiment hmm, de mon ressenti à moi. Peut-être ouais, que les gens me bien diront c'est sûr. la même chose, ou d'autres diront au contraire, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que tu as imaginé une seconde que c'était proche? Contrairement au premier, j'ai pas de recul sur le deuxième, Hmm. forcément. Euh, j'ai une question un peu ouverte pour parler de ton univers. Euh, qu'est-ce que,
qu'est-ce que t'aimerais dire sur l'univers du bouffon euh, qu'on retrouve nulle part ailleurs? Alors, alors je sais pas si on le retrouve nulle part ailleurs, mais en tout cas, et c'est ce vers quoi tendra la trilogie. Je vais pas révéler le fond même parce que c'est un Bien peu sûr. la conclusion thématique de l'histoire, mais c'est la place du rire dans la société, la place du rire dans un milieu assez austère, et à quel point il n'y a rien de plus sérieux que le rire. Et en même Hmm. temps, c'est comme le disait Umberto Eco dans Le nom de la rose, le rire est le propre de l'homme. Même le singe, il rit pas vraiment, il fait ses grimaces, mais le rire, l'humour, c'est typiquement humain. Et on ne trouvera aucun autre animal mammifère capable de faire ça. Et moi, ça me fascinait, c'est ce que je vais essayer de creuser dans le troisième encore beaucoup plus. C'est à quel point on a besoin d'humour, ça a toujours existé, c'est quand même fascinant, on est capable de rire de choses très sombres. Euh, Pourquoi on a tant besoin de ça? L'humain, il a besoin de deux choses, j'ai l'impression que les autres espèces dont ils n'ont pas forcément besoin. C'est des histoires, on n'arrête pas d'en parler depuis une heure, c'est-à-dire le besoin de se raconter des histoires pour mieux se comprendre. C'est quand même fou déjà de se dire qu'un humain, il adore les histoires des autres, sans doute pour mieux se comprendre lui-même dans le fond, et en même temps il adore rire. Enfin, c'est très triste les gens qui n'aiment pas rire. Hein. Si tu connais une de ces personnes, fuis-la. C'est sans doute une mauvaise personne si elle n'aime pas rire. En tout cas, voilà, c'est ce rapport, en tout cas consciemment là, à ce moment-là, c'est ce rapport au rire et le fait de créer un héros malgré lui qui n'a pas les attributs de force, de magie ou des aptitudes comment dire colossales pour venir à bout des épreuves. J'adore Hmm. l'idée que ce soit un bouffon, vraiment. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que à force, si le livre finit par avoir une petite résonance, c'est que les gens à chaque fois qu'ils disent bouffon, ils le prennent plus comme une insulte mais comme un compliment. Parce que quand on étudie Ah. de près ce métier-là, on se rend compte que il est très loin d'être l'idiot du village et que un bouffon c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Pas toujours, hein, il y a eu des bouffons aussi qui étaient simples d'esprit, mais c'est une figure en tout cas qui est fascinante. Voilà. Si on pouvait redorer le blason de bouffon, voilà, ça m'irait Ah. bien. J'adore réhabiliter le mot bouffon. Ouais, bah, ce serait ma petite fierté. Hein. J'en suis loin, mais en tout cas, à petite échelle déjà, si les personnes qui lisent, et j'ai déjà échangé avec des lecteurs et c'était passionnant, qui me disent, mais, enfin, je sentais dans leur manière de dire le bouffon, ils le prononçaient avec respect. Et ça me touche beaucoup. Alors que c'est Hmm. vrai, on est même obligé parfois sur les réseaux, quand on écrit bouffon, de mettre une petite astérisque, parce que ça peut être considéré comme vulgaire. Hmm. Ouais, bah, appelons un chat un Effectivement. chat. Hmm. Ouais, là, tu m'as vraiment intrigué avec la Ah, place du rire. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Le rire dit beaucoup, beaucoup plus que simplement une blague. Euh, c'est Ouais, il y a tellement de choses à dire. Moi, tu vois, il y a la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que souvent dans mes résolutions de début d'année, je sais pas pourquoi je dis souvent, c'est tout le temps, je mets toujours rire plus, tu vois. ouais. Parce que je sais pas, je trouve qu'il y a un truc avec le rire euh, qui est, en plus c'est très communicatif. Ouais, je sais pas, ouais, ça représente tellement de choses et c'est très intéressant d'en faire de faire une histoire où c'est quand même au centre et de le voir du coup un petit peu. Alors là, tu vois, je le partage, j'ai pas lu et je réponds par rapport à ce que tu amènes, de le voir presque comme soit comme une arme, soit comme un bouclier, tu vois. Et t'as toujours un petit peu ça en fait dans le rire. Certains à l'école, ça sera leur plus grande arme d'être capable de faire des blagues. D'autres, bah, c'est leur métier. Hein. Quand tu fais du stand-up, de l'impro, que tu construis des spectacles, tout ça, là tu étudies derrière. Donc t'as un truc très instinctif dans le rire et t'as un truc aussi construit. T'as un peu des deux. Et ouais, c'est très 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 intriguant. Ouais, Et c'est pour ça que bravo. ce que je te dis sur le rire, c'est ce que j'ai vraiment envie de développer au long cours. Ça commence dans le premier, c'est poursuivi dans le deuxième, et ça verra finalement sa finalité dans le troisième. Et c'est ça qui Trop m'intéresse, parce bien. que franchement, oui, bah, de toute façon, quelqu'un qui a un sens de l'humour à toute épreuve, il est difficilement attaquable déjà, entre guillemets, Ouais, tu vois. ouais. C'est, Ouais, quand t'as l'autodérision, voilà, franchement. ça, c'est ouais, ouais. Ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait hein, quand tu reçois des commentaires. Hein, parfois, bah, c'est aussi à ça que ça sert, tu vois. L'humour sert à désamorcer aussi, tu vois. Tu peux amorcer, désamorcer.
C'est très versatile comme art, l'humour, quelque part. Et aussi, pour revenir sur notre sujet du bouffon, Mm. la raison pour laquelle les rois de France, les rois d'Espagne, bref, les rois qui nous ont précédés, avaient besoin de bouffons. Est-ce que tu sais d'ailleurs pourquoi ils Pas du avaient tout. besoin de bouffons à la base? Non. C'était un moyen pour eux de ne pas perdre les pédales en fait. Parce que tu deviens fou, je pense, à un moment donné, si absolument toute ta cour n'est constituée que de favoris, de courtisans qui te font des courbettes à longueur de journée. T'as tendance à te sentir évidemment comme un dieu, et en fait, les rois avaient besoin d'une personne, déjà qui les tutoie, c'était le bouffon, et une personne qui se moque d'eux. Donc littéralement, le bouffon a le droit de se moquer du roi, c'est même conseillé, et ça le fait rire le roi. Donc tu vois, il y a aussi ce besoin d'en parler du lien entre l'humain et le rire, et ben c'est peut-être le dernier lien qui rattache un roi à son peuple, c'est le rire. Ah. Putain, c'est super beau, dit comme ça. J'aime beaucoup. Ouais. Là, tu vois, j'ai envie de me plonger dans ton histoire. Franchement, Parfait, écoute, en espérant être à la bravo. hauteur de ce que t'en attends. Ah, non, mais franchement, trop bien. Je suis vraiment content. C'est des personnages. Effectivement, tu vois, tu le ressens quand je repense à l'Assassin Royal. T'as ce côté, effectivement, du fou qui se permet beaucoup plus de choses que tout le monde. Et du coup, qui est presque le seul à être dans une sorte d'authenticité, tu vois. Et- C'est le seul qui a pas de masque, quelque Exactement. part. Alors que c'est le seul qui en porte un, Et tu c'est vois, ça. puisqu'il est toujours déguisé. Bah, t'as tout résumé Et de l'esprit ouais, d'un bouffon de cour. Tout le monde ouais, joue un rôle, mais lui, en reconnaissant ouvertement qu'il joue un rôle, est n'en le joue plus pas. sincère du lot. Putain, c'est fou. J'aime trop Et, et tu viens de dire, ces et petits tu viens de trucs. dire c'est fou, ce qui est aussi Ouais, le nom du ouais, bouffon. Ah, ouais, c'est fou. ouais, ouais. Et la boucle est bouclée. Ah, trop bien. Ah, trop cool. Putain. Et si tu devais prendre euh, quelques univers, séries, films, pour qu'on essaie de voir ce qu'est le livre et l'univers du bouffon, sans essayer de le faire rentrer dans une case, Ouais, ouais. mais Alors le premier, je dirais, bon, même si l'univers est assez éloigné, mais c'était le point de départ, hein. Enfin, l'un de mes premiers amours, c'était l'Assassin Royal de Robin Hood, hein, ouais. on en avait parlé au début. Hmm. Et moi, c'était la figure du fou qui m'intéressait, et ma frustration en lisant l'Assassin Royal, entre guillemets, c'est que par rapport au fou, ce personnage est très vite amené à devenir ou Cire Doré ou un autre personnage. Hmm. Il évolue, il a plusieurs facettes, et donc il y a eu cet univers-là, et surtout le fait que le personnage, il est très loin d'être infaillible, et il en prend plein la gueule, si tu me permets l'expression. Et ça, j'avoue que des auteurs qui malmènent un petit peu leur personnage, j'aime bien. Pas parce que je suis sadique, mais parce que aussi ça permet de tenir en haleine et de nous rappeler que bah, le monde peut être cruel et que chaque action a une conséquence. Donc il y a un petit peu de ça, peut-être un petit peu l'austérité médiévale qu'on peut retrouver dans Le Nom de la Rose, j'en parlais tout à l'heure aussi. Ouais. Euh, voilà, il y en a sans doute d'autres, et plus des inspirations indirectes, mais j'ai été beaucoup imprégné par Notre-Dame de Paris, qui reste mon roman préféré. D'ailleurs, le Quasimodo, c'est quoi? C'est un bouffon. C'est vrai. Quasimodo, ça commence par le carnaval des fous au début. Donc il a littéralement les grelons, on lui met, il apparaît dans la rosace. Il y a pas mal d'occurrences comme ça au roman. Et je suis un fervent amoureux des Rougon-Macquart d'Émile Zola, du 19e. Donc beaucoup de Ok. littérature du 19e, j'en lis Hmm. beaucoup. Et souvent j'oscille entre ça, des univers de fantasy et de la littérature 19e française que j'admire au plus profond de moi. Ah, c'est trop bien, ça fait un beau, un beau mélange aussi. C'est ça qui est trop cool. Ouais, c'est ça. Et on a parlé un peu rapidement de cinéma au début, là, quand tu disais que tu étais scénariste, réalisateur, si je dis pas de bêtises. Euh, J'aime bien quand les gens ont plusieurs passions. Comment elles se nourrissent entre elles, tu vois? Alors bah déjà ça a commencé, je te dis, à partir du moment où tu apprends à construire un film en quelque sorte, Hmm. c'est la frontière elle est très poreuse avec le roman. D'ailleurs tu parlais de Truby qui avait aussi bien traité du roman que il y en a d'autres, hein. Il y a Save de Cat, il y a plein de livres. Oui, effectivement. Mais déjà le fait de raconter des histoires, souvent ça nous arrive de fermer un livre, on se dit ça ferait un bon film. Mais c'est pas pour rien Hmm. que je crois qu'aux États-Unis, alors j'ai pas le chiffre exact, mais bien 70 à 80% des films qui ont été faits des années 50 à peut-être même 2000, enfin
c'était des adaptations de romans. Les Dents de la Mer, c'est un roman. Les Kubrick, c'est des romans. Donc c'est dire qu'il y a un lien qui est très fort entre les deux. Donc moi, ça ne m'enrichit des deux côtés. C'est-à-dire tout ce que j'apprends en cinéma, indirectement ou directement, je m'en sers dans ma plume. Typiquement, dans le cinéma, la première règle qu'on t'apprend, c'est show don't tell, montre, ne dis pas, parce que le cinéma est un art visuel avant tout. Et je trouve que c'est intéressant de l'appliquer à la littérature, de caractériser un personnage visuellement, de planter des images dans la tête du lecteur. Et inversement, ce qu'on va apprendre en roman peut aussi nourrir dans les dialogues le cinéma. Donc j'aime bien faire des allers-retours, même si je suis quand même plus libre en littérature, parce que de fait, d'écrire un monde médiéval coûte moins cher que de voir un monde médiéval. Donc il est certain que les films sur lesquels je travaille sont contemporains. Mais moi, ça me permet de lâcher la bride à mon imagination en roman. Très intéressant. Et t'as dit, ça ferait un bon film. T'aimerais qu'on dise des romans du Buffon qu'il ferait de bons films? On a le droit de rêver, évidemment. Évidemment, Trop bien. j'espère que ça ferait des bons films. Hein. Ce serait quand même si ça faisait des mauvais films, ce qui est possible. Ouais, Hein. Mais quelle ironie pour un scénariste. c'est vrai. Quelle ironie. Donc, Tu l'as dans un coin de ta tête alors, peut-être je poserai la question différemment. Est-ce que quand tu connectes avec ta passion du cinéma pendant tes études aussi, etc., que tu te remets à l'écriture, est-ce que tout de suite tu as le truc de dire un jour j'arriverai à lier les deux et vraiment à faire à bah, transformer ce manuscrit en mais scénario et évidemment, ça ne veut ouais, pas dire que ça trop bien. arrivera, mais c'est que je pense qu'on vit à chaque fois avec des rêves Hmm. qui sont tellement grands qu'on est sûr de ne pas les perdre de vue. Ouais, c'est très C'est très pas de bien dit. moi, c'est pas de moi Ouais, du tout. j'adore. Mais en tout cas, je trouve ça très vrai. Et bah, maintenant que ce livre est fait, j'ai le droit de rêver. Donc maintenant, ce serait quoi le Ouais. rêve? Ok. Une adaptation. Bah, pourquoi pas, hein, l'histoire, je pense, y prête largement. Et puis, ouais, je te dis, on a le droit de rêver. Donc ça n'arrivera sans doute jamais, mais si ça venait un jour à arriver, C'est ce serait une belle surprise. trop bien, c'est incroyable. En tout cas, je te le souhaite. C'est- Merci. Oh là là. Bah, écoute, merci Thibaut. Ça fait une heure et quelques. C'est passionnant. Eh Euh, ben, ce ce que je te propose, c'est on refasse un tour quand j'aurai lu le livre. Je avec pense que plaisir. ça m'aura inspiré plein de choses, surtout vu la place que, que le rire a dans l'histoire. Donc, Mais avec grand plaisir. Très curieux de savoir ouais. ce que t'en penseras, ouais. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose sur l'univers du Bouffon, peut-être que important qu'on n'aurait pas évoqué? Je pense que si ça n'a pas, entre guillemets, convaincu les gens de plonger dedans, ce que je rajouterais ne changera pas grand-chose, j'ai envie de dire. Non, je pense qu'on a on a dit l'essentiel, c'était naturel et franchement, ceux qui ont envie d'écrire, écrivez, ceux qui ont envie de lire, lisez. Voilà. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas.